merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Le nombre de martyrs palestiniens s'élève à 25 105 au 107e jour de l'agression sioniste sur Gaza. Dans les camps de réfugiés, les enfants malades souffrent du manque de médicaments. Les parents lancent un appel à l'aide. Coup d'envoi des travaux du 3e sommet du G77 plus Chine à Kampala en Ouganda, avec la participation du Premier ministre Nadel Rabaoui en qualité de représentant du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Et CAN 2023 en Côte d'Ivoire, à l'issue de son deuxième match face au Burkina Faso, l'Algérie a pu compter sur sa détermination pour arracher le point du match nul. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, 107 jours que le peuple palestinien subit les bombardements de l'occupant sioniste sur Gaza. Au cours des dernières 24 heures, l'occupation a perpétré 15 massacres contre des familles dans la bande de Gaza, faisant 178 martyrs et 293 blessés. Un véritable nettoyage ethnique qui a pour l'heure fait plus de 25 000 martyrs, dont la majorité sont des femmes et des enfants. À noter également que des milliers de victimes sont toujours sous les décombres. Et ce nouveau massacre à l'est de Jabalia, 5 Palestiniens ont été tués dans de nouveaux bombardements. L'armée de l'occupation sioniste a tiré plusieurs obus et empêché les services de secours et les ambulances d'atteindre les zones ciblées pour porter assistance aux blessés. Les quartiers Zeytoun et Katiba, situés dans le centre de Gaza, ont une fois de plus été pris pour cible par les forces de l'occupation. Des bombardements qui ont fait des dizaines de victimes, parmi elles, encore une fois, des femmes et des enfants. Et les avions de combat de l'occupation ont également lancé une série de raids sur la région d'Al-Qarara, au nord-est de Khan Younes, située au sud de la bande de Gaza, faisant là aussi de nombreuses victimes. À noter également que des affrontements ont éclaté entre la résistance et les forces de l'occupation dans plusieurs régions, à savoir Khan Younes, Jabalia ou encore au centre de Gaza, des affrontements qui ont fait plusieurs blessés. Et nous l'évoquions en titre, les Palestiniens déplacés à Gaza disent qu'il est de plus en plus difficile de trouver des médicaments pour leurs enfants qui souffrent de maladies alors qu'ils vivent désormais dans des camps de réfugiés dans leur propre pays. Les enfants meurent à petit feu. Il est même difficile de trouver des médicaments pour faire baisser la fièvre, comme en témoigne cette maman. Il n'y a pas de traitement. Le médecin rédige une ordonnance à l'hôpital. Il n'y a pas de médicaments. Nous sommes allés à la pharmacie. Il n'y a pas eu de traitement. Nous sommes allés à l'école du centre de l'UNRWA. Il n'y a pas eu de traitement. Il n'y a pas de traitement. L'enfant a besoin d'un nébuliseur. Ils n'en ont pas. Mon fils a besoin d'antibiotiques pour l'allergie dans ses poumons, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de traitement. Celle-ci est malade depuis une semaine et il n'y a pas de médicaments. Nous leur donnons du sirop, mais cela ne sert à rien. Les enfants souffriront jusqu'à mourir. Notre vie est une mort lente.
Et face à ce manque de médicaments, l'aide humanitaire envoyée par le gouvernement chinois est enfin arrivée à Rafah. Le convoi humanitaire est passé vendredi du côté égyptien par le poste frontière de Rafah vers l'enclave palestinienne avec à son bord de la nourriture et des produits de première nécessité. Ce n'est malheureusement pas suffisant. Le Croissant Rouge palestinien appelle justement à ce que d'autres convois entrent dans la bande de Rafah pour sauver les survivants des bombardements et les nombreux déplacés de la famine. Nous appelons les peuples libres du monde à faire pression sur Israël pour faciliter l'entrée de l'aide dans la bande de Gaza. Comme vous le savez maintenant, abriter des personnes déplacées est la priorité de tous. Nous remercions la Chine pour son aide au peuple palestinien. Nous appelons la Chine et les autres pays à faire pression sur Israël pour augmenter le volume de l'aide qu'il permet à Gaza de recevoir. Et puis cette menace d'Ebrahim Raisi au lendemain de la mort de 5 gardiens de la Révolution dans une frappe de missile qui a ciblé un bâtiment à Damas en Syrie. Le président iranien s'est engagé à punir l'entité sioniste, affirmant que les crimes sionistes ne resteront pas sans réponse. Et dans un tout autre dossier, les tarifs du transport maritime mondial, notamment entre l'Asie et l'Europe, montent en flèche. Alors pourquoi ? Comment expliquer cette augmentation des prix ? On tente d'y répondre avec Imad Merad. Les tarifs du transport maritime mondial entre l'Asie et l'Europe connaissent un fort accroissement, alors que les entreprises s'efforcent d'éviter les perturbations des expéditions consécutives aux attaques contre des navires en mer Rouge. Les données de Shanghai Shipping Exchange montrent qu'en bientôt 8 semaines, le coût d'expédition par conteneur a augmenté de plus de 300% pour la route Shanghai-Europe et de 250% pour la route Shanghai-Méditerranée pour atteindre respectivement 3 103 et 4 037 $ américains. À l'image d'autres cadors du secteur, CMA-CGM a annoncé plus tôt ce mois-ci l'augmentation de ses tarifs depuis l'Asie vers la région méditerranéenne jusqu'à 100% à compter du 15 janvier par rapport au 1er janvier 2024. Il y aura une certaine hésitation des deux côtés, du côté du client et du fournisseur, car il y a des retards dans l'expédition, engendrant certains problèmes de trésorerie, parce que le délai de livraison va être plus long. Ce sont donc plus de préoccupations à court terme. Selon Freighthouse, une plateforme de réservation et de paiement pour le fret international, les tarifs des expéditions de l'Asie vers l'Europe du Nord ont exponentiellement doublé au cours de la première semaine de 2024. Atteignant plus de 4 000 $ américains par conteneur de 40 pieds, quant au prix de l'Asie vers la Méditerranée, ils ont passé le cap de 5 000 $ américains. La tension a augmenté en mer Rouge à la suite des frappes aériennes menées par les États-Unis sur le Yémen la semaine dernière. Le passage de Bab el-Mandeb continue de cristalliser les craintes sur une aggravation de la situation au niveau économique avec des taux d'inflation qui repartiraient en hausse. Sachant que la voie navigable de la mer Rouge transporte environ 12% du commerce mondial, le détour par le cap de Bonne-Espérance augmente le temps de navigation de l'Asie vers l'Europe jusqu'à 20 jours, engendrant ainsi les augmentations tarifaires maritimes. Dans l'actualité également, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu le président de l'Assemblée nationale de la République de Corée, Kim Jin-pyo. L'audience s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, et du directeur de cabinet de la présidence de la République, Boualem Boualem. Je suis très heureux de ma visite en Algérie, notre seul partenaire stratégique sur le continent africain. Je pense que cette visite a une grande signification parce que c'est la première visite officielle en Algérie menée par le président du Parlement de la République de Corée depuis plus de 13 ans.
L'Algérie constitue le troisième partenaire commercial de la Corée du Sud en Afrique. Le volume d'affaires entre nos deux pays a atteint le plus haut niveau jamais vu, y compris durant la période de la pandémie de Covid-19. J'évalue positivement la réforme constructive dans le cadre de l'Algérie nouvelle, conduite par le président Abdelmadjid Tebboune, qui concrétise des résultats palpables. J'ai rappelé à cet effet que j'étais très heureux de la coopération avec la Corée du Sud dans ce processus, notamment dans l'objectif de développer le secteur des industries de transformation en Algérie. Tout autre chose à présent, l'Ouganda a pris ce dimanche la présidence tournante du G77 plus Chine, succédant ainsi à la République de Cuba. Le président ougandais Yoweri Museveni a également pris la présidence du troisième sommet du Sud, succédant au président de la délégation de l'État du Qatar, dont le pays avait présidé le deuxième sommet du Sud qui s'était tenu à Doha en 2005. Et le Premier ministre algérien Nader El-Arbaoui a pris part justement aux travaux du sommet en sa qualité de représentant du président Abdelmadjid Tebboune. Nader El-Arbaoui qui a également assisté à la cérémonie de remise de la présidence du sommet qui s'est tenue plus tôt dans la journée. Nader El-Arbaoui a, au nom du président algérien, réitéré la position de l'Algérie de solidarité inconditionnelle avec le peuple palestinien et l'appui aux efforts des Nations Unies dans la perspective de trouver une solution juste à la question du Sahara occidental. Regardez. Il n'y a aucun doute que ce qui se passe dans les territoires palestiniens occupés est une violation criante du droit international humanitaire, privant le peuple palestinien de ses droits les plus basiques. Ceci constitue une honte et une marque d'infamie sur le front de l'humanité tout entière. Il affirme aussi le lien profond entre le droit au développement et le droit des peuples à l'autodétermination, tel qu'inscrit dans les textes du droit international et les décisions de la légitimité internationale. Ces principes ont longtemps été défendus ardemment par mon pays, l'Algérie, ainsi que par notre groupe. Et ici, je voudrais exprimer la totale solidarité inconditionnelle de l'Algérie avec le peuple palestinien, afin d'établir son État indépendant avec Al-Quds al-Sharif comme capitale. L'Algérie renouvelle son soutien aux efforts du secrétaire général des Nations Unies et de son envoyé spécial pour une résolution juste de la question du Sahara occidental à travers l'organisation d'un référendum propre et transparent garantissant au peuple sahraoui de jouir de son droit inaliénable à disposer de lui-même. Et toujours dans cette allocution lue au nom du président de la République par le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que le secteur des startups constitue une perspective prometteuse pour le renforcement de la coopération africaine et la construction de ponts de coopération économique dans le Sud global. Les startups constituent un secteur prometteur afin de renforcer la coopération, ce que mon pays œuvre à encourager à travers la mise en place d'un cadre continental pour le développement de ce type d'entreprise en fonction des résultats de la seconde conférence africaine sur les startups que l'Algérie a accueillie le mois de décembre dernier. L'Algérie aspire également à lancer une initiative similaire au niveau du Sud global via la proposition de la création d'un centre d'excellence pour répertorier et valoriser les expériences réussies dans le secteur des startups ainsi que leur construction de ponts pour la coopération entre les différents bords de notre espace commun. Par ailleurs, et en marge de ce sommet, Nader El-Arbaoui a eu un entretien avec Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, qui l'a chargé de transmettre ses salutations et sa grande considération au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, rappelant les entretiens approfondis qu'il avait eus avec le président Tebboune, notamment lors du sommet arabe tenu début novembre 2022 à Alger. Le ministre palestinien des Affaires étrangères et des expatriés, Riyad Al-Maliki, a discuté avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en marge du 19e sommet du mouvement des non-alignés en Ouganda, de la mobilisation de soutien pour la fin de l'occupation sioniste. C'est ce qu'a rapporté ce dimanche l'agence palestinienne de presse Wafa au cours de cette réunion. Le secrétaire général de l'ONU et le chef de la diplomatie palestinienne ont évoqué les derniers développements dans les territoires palestiniens, notamment dans la bande de Gaza et des efforts visant à faire face à la tragédie humaine causée par les frappes de l'occupation. Outre l'importance d'unifier les efforts et de mobiliser le soutien derrière une vision visant à parvenir à une solution à 2 États et mettre fin à l'occupation.
Je ne relâcherai pas mon appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Et nous devons faire tout notre possible pour empêcher que ce conflit ne se propage à l'ensemble de la région, en Cisjordanie, de l'autre côté de la ligne bleue, entre Israël et le Liban, ainsi qu'en Syrie, en Irak et dans la mer Rouge. 25 000 civils innocents ont perdu la vie. C'est un chiffre très impressionnant, pour de mauvaises raisons. C'est impressionnant parce qu'il est terriblement et inacceptablement élevé que tant de personnes innocentes, qui ne sont pas elles-mêmes des combattants, soient les victimes d'une action militaire qui se déroule à Gaza. Antonio Guterres a par ailleurs réaffirmé son opposition au refus exprimé récemment par le gouvernement sioniste à la solution à 2 États en qualifiant cette position d'inacceptable. Le refus d'accepter la solution à 2 États pour les Israéliens et les Palestiniens, ainsi que le déni du droit à un État pour le peuple palestinien, sont inacceptables. Cela prolongerait indéfiniment un conflit qui est une menace majeure à la paix et à la sécurité mondiale, qui crée la polarisation et encourage les extrémistes partout dans le monde. Le droit du peuple palestinien à construire doit être reconnu par tous. En commémoration du 40e anniversaire de la révolte du Rif en janvier 1984, le Parti national rifin a organisé un sit-in hier à Amsterdam aux Pays-Bas afin de protester contre les arrestations, les assassinats, le rapt ainsi que le sort inconnu des disparus. Comme cette date-ci, en 1984, Hassan Tané, le roi, avant c'est le roi du Maroc, il a tué plusieurs rifins, il a tué Nador, Al-Hossima, il a tué plusieurs rifins. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est ici. Ça fait 40 ans exactement que Hassan Tané, le roi du Maroc avant, il a tué plusieurs rifins. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est ici aujourd'hui pour faire un sitting, pour dire nous sommes des rifins, nous ne sommes pas des Marocains et on ne va jamais oublier que c'est fait aux rifins de Nador et de Hossima, Hassan Tané, que c'est la fait aux rifins. En Tunisie, le second tour des élections locales est prévu pour le 4 février prochain. L'annonce a été faite par l'instance supérieure indépendante pour les élections qui a précisé que la campagne électorale débutera dimanche et concernera 1558 personnes, hommes-femmes, qui vont se porter candidats au statut de membre à 224 conseils locaux. De son côté, le Conseil constitutionnel du Sénégal a publié samedi soir la liste définitive de 20 candidats à l'élection présidentielle prévue dans le pays le 25 février prochain. Le Conseil constitutionnel a décidé que l'opposant Ousmane Sonko ne participera pas à cette présidentielle. Par contre, Bassirou Diomaye Faye, présenté comme le plan B du parti PASTEF, dissous de Sonko, va participer au scrutin du 25 février. Le Conseil constitutionnel avait invalidé la candidature d'Ousmane Sonko pour le dossier incomplet. Sport football avec cette Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Côte d'Ivoire. Et l'ambiance est au rendez-vous en Côte d'Ivoire. À l'issue de son deuxième match contre le Burkina Faso, l'Algérie a pu compter sur sa détermination pour arracher le point du match nul. Une détermination qui est le fruit de choix tactiques gagnants en deuxième période en dépit d'erreurs arbitrales manifestes. On revient sur cette rencontre avec Mohamed Ali Ben Chaban. L'Algérie jouera son va-tout pour la qualification en 8e de finale face à la Mauritanie. Dans quelques jours, un match décisif pour lequel les Verts ont gagné des points sur le plan tactique lors de la rencontre face au Burkina Faso. Amoura Ounes ou encore Boundjeh ont permis au Poulain de Belmadi d'arracher un nul au goût de victoire, mais aussi un mental d'acier. Telles ont été les satisfactions de cette rencontre.
Avec ces 3 réalisations, le buteur actuel de la CAN 23, Barded Bounjah, a étalé toute sa classe devant le but pour montrer qu'il reste un attaquant moderne, alliant à la fois gestes techniques et un flair aigu dans la zone des opérations. La porte des 8e reste grande ouverte après ce match nul. Le sélectionneur Jamel Belmadi retient quand même des enseignements après ce 2e match du groupe D. J'ai vu beaucoup de bonnes choses, notamment sur cette très bonne première mi-temps pour moi, même si le score est à notre désavantage dans des arrêts-jeux et dans un fait de jeu, alors que contrôle d'une certaine manière, ça ne veut pas dire avoir la possession du ballon, ça ne veut pas dire contrôler le jeu, on a les occasions les plus franches, on est le plus dangereux, notamment cette première mi-temps, et sur la seule fois où il se retrouve dans notre surface de réparation, il plante. Donc c'est dur à avaler vraiment, et ça devient en même temps rageant. Plusieurs facteurs semblent s'acharner contre l'Algérie, avec des moments clés échappant au vert. La déconcentration sur le terrain et la précipitation dans le dernier geste ont été pointés du doigt. Les graves erreurs d'arbitrage ont ajouté une dimension frustrante à la prestation algérienne. La Fédération algérienne de football a introduit une réclamation auprès de la commission d'arbitrage de la CAF. Des actions litigieuses durant la dernière rencontre n'ont pas été signalés par les arbitres de la VAR. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, hein. Le peu d'erreurs ou de placement ou de manque de concentration peut-être, ou je sais pas, on paye cash ces moments-là. Alors que nous procurons beaucoup d'occasions, on rentre beaucoup dans les surfaces de réparation, voilà, que ce soit sur le dernier geste, dernier truc, on est peut-être passé tueur. Le match aurait pu être différent. Je vais féliciter nos joueurs pour l'abnégation, la détermination qu'ils ont eu à rester en vie et aller jusqu'au bout de ce match-là pour revenir à la marque. La formation algérienne se trouve à un tournant décisif à la CAN. Le prochain match pourrait donner lieu à des ajustements technico-tactiques pour empocher les 3 points et marquer un maximum de buts pour sortir leader de la poule. Jamel Belmadi aura la tâche délicate de mener les Verts au 8e de finale. Les supporters, toujours derrière leur équipe, espèrent aller le plus loin possible dans la compétition. Et direction Bouaké où se trouve notre envoyé spécial Salah Faisal. Bonsoir Faisal. Bonsoir Noued. Alors l'Algérie, selon plusieurs observateurs, aurait fait l'objet de quelques erreurs arbitrales, Faisal, notamment à la suite de la non-intervention de la VAR. On l'a vu dans le sujet qui vient de passer à l'instant. La fédération algérienne a même protesté officiellement auprès de la CAF, une démarche qui a été confirmée par le président de la fédération algérienne, Walid Sadi, au micro d'Al24 News. Que dit-on, Faisal, du côté de Bouaké ? Écoute, le président de la fédération algérienne, Walid Sadi, a formulé une réclamation officielle auprès de la CAF. C'était hier par rapport au match face aux étalons du Burkina Faso. Le match s'est soldé sur le score de 2 buts partout. Donc un match nul. Mais bon, quand on revient sur les 2 rencontres de l'Algérie, 2 matchs disputés. Sur les 2 matchs disputés, on a concédé 3 buts. Nouette, ce qui est bizarre, c'est que les 3 buts ont suscité l'intervention de la VAR. Donc quand il s'agit d'un but contre l'Algérie, la VAR, elle est utilisée. Mais quand il s'agit d'une action litigieuse en faveur de l'Algérie, la VAR n'est jamais utilisée et l'arbitre ne revient jamais. Il n'hésite même pas. Donc l'objet de cette, on va dire, de la réclamation officielle du président de la fédération algérienne, Walid Sadi, auprès de la CAF, c'était après la polémique et les erreurs d'arbitrage flagrantes de l'arbitre sud-africain Abangil Tom, qui n'a pas pu, on va dire, qui n'a pas voulu même pas revenir à la VAR, même quand il y avait à la 10e minute Barded Bounjah plaqué, même quand il y avait la main après le tir de Amoura, et même quand il y avait la main aussi à la surface de réparation, à l'action de Adam Winnes à la fin du match. Il y a aussi quand Amoura était bousculé à l'intérieur de la surface. Donc je pense qu'aujourd'hui l'Algérie est en train de souffrir par rapport à l'arbitrage. Au début, on s'est dit lors du premier match face à l'Angola, c'est une erreur et l'arbitre est humain et l'erreur est humaine, donc on pouvait passer ça. Mais là, face au Burkina Faso, les actions, ils ont
impacter directement sur le résultat final du match, parce que imagine s'il y avait 2 ou 3 pénaltys au faveur de l'Algérie, le score ne sera jamais le même, on ne sera jamais à la même position. Aujourd'hui, la Confédération africaine de football n'a pas encore répondu à Walid Sadi. Oui. Faisal, alors on est à 48 heures d'un match crucial pour l'Algérie, un match capital donc face à la Mauritanie. Vous le disiez, une victoire nous garantira donc un accès direct au 8e de finale, mais Ben Nasser et Ben Sebaini seront les grands absents de ce prochain match. Quel choix s'offre à Belmadi ? Quel choix s'offre à Belmadi? Écoute, quand on parle de Belsebaini, il y aura le choix, il y aura Touga, il y aura Touba, et un peu moins peut-être Belaïd parce qu'il joue beaucoup plus à la place de Issa Mandi. Et quand on parle d'Ismaël Benasser qui était touché aux adducteurs après l'entraînement du premier match. Donc au deuxième match, il y avait Ben Taleb qui a joué donc avec Firouli. Mais bon, on a vu Firouli changer à la deuxième mi-temps face au Burkina Faso. Bien, donc pour le moment, je pense que Jamal Belmadi va aligner des joueurs qui correspondent avec sa tactique et surtout avec l'adversaire. On a un adversaire redoutable, la Mauritanie, qu'on a vu marquer 2 buts face à l'équipe de l'Angola. Très bien, merci Faisal. Je rappelle donc que vous êtes notre envoyé spécial à Bouaké. On reviendra vers vous dans nos prochains points de l'actualité. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.